Alex, Bonjour Mario. l'intelligence artificielle de Facebook là, qui pourrait générer des publicités dorénavant et ça génère bien des craintes. Ben justement, je vais t'en parler là, juste te dire en quelques mots que le premier week-end là, de chaleur à Montréal, comme d'habitude, a apporté là, son lot d'incidents. Il y a eu un Oh, meurtre dans ouais. Schlager Maisonneuve, une noyade aussi à Verdun, mais bon, c'est malheureusement comme ça lors des premiers week-ends où les gens sortent plus. Maintenant, l'intelligence artificielle et Facebook, oui. Alors, Facebook veut créer des pubs assistés par intelligence artificielle. Jusque-là, on se dit, peut-être que le développement de cette particularité qui nous occupe à notre époque. Et je veux dire, c'est inévitable qu'on s'en servira pour créer des pubs, sauf que il y a des experts québécois, puis à bon titre, là, pensent que ça va créer encore plus de fraude. C'est une nouvelle qui a d'abord été publiée par le Wall Street Journal. Et là, on dit que cette technologie-là va permettre finalement d'aller jouer dans les données des gens, dans le profilage pour faire des publicités très, très, très ciblées. Il y a déjà certains outils là, avec l'IA qui peuvent générer des variantes de publicité sur Facebook, apporter des modifications mineures, tu comprends, pour cibler un utilisateur. Exemple, si tu cibles quelqu'un qui, je sais pas, moi je trouve au Manitoba, tu peux peut-être rajouteras-tu des détails plus locaux dans ta publicité. Bon, jusque-là, on se dit, c'est peut-être un peu normal. Mais là, Meta va aller un peu plus loin pour créer des marques puis des concepts publicitaires à partir de zéro. L'imagerie, donc la vidéo, le texte aussi. Et là, le système va décider quels sont les milliers et millions d'utilisateurs d'Instagram et de Facebook à cibler pour qu'on voit différentes versions de la même publicité en fonction de où on se trouve. Notamment Donc, la géo. des jeunes, des plus vieux, des gens qui s'intéressent à telle affaire, on pourrait aller leur faire une publicité ciblée sur eux. Notamment avec leur géolocalisation. Puis là, dans géolocalisation, lire exactement l'endroit où tu te trouves, pas juste dans un pays, mais je veux dire sur une rue, dans ta maison, tout ça. Et puis, tu sais, je prends l'exemple de ta blonde, Marie-Claude. C'est par des publicités truquées que des gens ont commencé à s'intéresser, à investir dans un stratagème frauduleux de crypto-monnaie qui, pour certains, les a ruinés. Ça fait ça aussi, la publicité. Puis moi, j'ai pas le choix, comme journaliste d'enquête qui couvre énormément les cas de fraude. Là, sans pavoiser, là, à JE, on a été parmi les premières émissions, là, il y a Mhm. plusieurs années, là, qui ont commencé à faire des reportages sur ce que l'intelligence artificielle, sur ce que le truchement, ce que les fraudeurs utilisent maintenant pour nous faire embarquer dans leur supercherie. Et toujours, ou presque, c'est une publicité. C'est rarement un appel, comme on dit, là, un appel inattendu ou un appel comme ça là, qui entre, qui dit Hey, on te propose un investissement. Non, c'est toujours avec l'imitation de visage, pas toujours, mais presque, avec un concept qui se tient pas, mais qui t'arrive par Facebook, Instagram, ou une publicité qui met en scène Mais, un artiste connu comme Marie-Claude Barrette, ta conjointe, puis on se dit, bon, ben parfait, ben si elle donc. le fait, je vais le faire. Alors moi, j'y vois un grand, 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 grand danger. Voilà. Mais en fait, c'est parce que en 2025, quand on voit une nouvelle technologie ou une nouvelle utilisation technologique, c'est sûr que on est obligé de se poser la question qu'est-ce que les pires crosseurs, excuse-moi l'expression, mais vont faire avec ça. T'sais, on est obligé de Exact. voir que des gens mal intentionnés vont vouloir recourir à le dernier procédé, le dernier cri, la dernière technologie, ils vont vouloir l'utiliser le plus vite possible pour pogner des gens, pour attraper Ben des oui. victimes, là. Et pensez, la morale de l'histoire, Mario, pensez, quand vous voyez ça, pensez donc comme un bandit. Mettez-vous dans la tête d'un croche. Pensez comme un bandit. Dites-vous exactement ce que tu rapportes là. Qu'est-ce que moi je ferais si je voulais Si je voulais soutirer? voler. C'est ça. Si je voulais voler, puis tu as une partie de la réponse à ta question, tu vas voir que ce qu'il y a devant toi est probablement une supercherie trop belle pour être vrai. Ouais. Tu nous donnes des nouvelles d'un des plus célèbres repentis de la Cosa Nostra? Ben oui, il faut absolument que je vous parle de ça. Après plus de 25 ans, un quart de siècle passé sous les verrous, c'est une nouvelle qui a passé un peu sous silence ici la semaine dernière, mais on en a parlé partout dans le monde. Giovanni Borusca.
Ça, c'est celui qui tenait dans sa main le détonateur qui a fait exploser en 1992 la voiture du juge Giovanni Falcone, le juge antimafia. Alors, lui vient de retrouver sa liberté et là, ça indigne une partie de l'Italie. Je te refais le tableau. Au début des années 90, Giovanni Brusca est un des plus proches complices du sanguinaire chef de Cosa Nostra, Toto Riina. Okay? Et puis, le 23 mai 92, pour être très précis, le juge Falcone va revenir chez lui dans son patelin à Palerme. Donc, il y a un cortège de 3 Fiat blindés dans lequel se trouve Falcone qui roule vers Palerme. Donc, ils vont atterrir à l'aéroport, après rouler vers Palerme. Alors là, il y a une bombe qui a été placée dans un tunnel d'évacuation des eaux qui est situé sous l'autoroute à Capaci. Et quand les voitures circulent au-dessus de ce tunnel d'évacuation, la bombe est placée. Giovanni Brusca a en ses mains le détonateur. Il va appuyer sur la détente et les voitures vont être pulvérisées. Le juge, sa femme, Tu dis 3 qu'ils ont gardes du fait corps vont sauter, être tués excuse-moi, ils ont sur le fait coup. sauter la route. Ils ont fait sauter la route. Ils Peut-être ont te mis rappelles-tu de ces images-là? dans un tuyau sur la route, ils ont mis une Oui. bombe. Moi, Mario, je suis allé à Capaci 3 fois. Je suis allé en Sicile, en Italie, une tonne de fois, mais à Capaci, je suis allé 3 fois à l'endroit précis où le juge Falcone a été tué, voir ce fameux tunnel, là. C'est un tunnel qui permet à l'eau de descendre de la montagne parce qu'il y a une immense montagne avec un promontoire là, qui passe à côté de cette autoroute-là, qui longe l'océan. Donc, ça permet à l'eau d'aller donc regagner l'océan. Et, et on a envoyé une bombe dans ce tunnel-là, on dit sur une planche à roulettes, là, ou quelque chose. Puis là, Giovanni Brusca, lui, se tenait sur le promontoire, dans la montagne, pas loin. Il y avait une vue, puis je suis monté, là, j'ai vu exactement. Une vue parfaite sur le cortège qui arrivait de l'aéroport. Il y avait des guetteurs en avant, des guetteurs derrière. C'est là qu'il a appuyé sur la détente. Le cratère que ça a fait dans l'autoroute qui mène de l'aéroport de Palerme à la ville qu'elle dessert, qu'il dessert, la charge explosive. C'est un cratère de mètres, de mètres, de mètres de large. Ils ont été pulvérisés. Et, tu sais, et puis quand tu es là, anecdote aussi, là, quand tu es sur place, puis moi, j'y étais avec des journalistes là, spécialisés dans l'histoire de la mafia en Italie, puis des gens de mon âge, donc de ma génération, pour eux, aller là, c'est un pèlerinage. Parce que c'est l'explosion de Capaci qui a tout changé en Italie sur la lutte anti-mafia. C'est à partir de ce moment-là que, qu'on décide de s'en prendre avec beaucoup de sérieux à Cosa Nostra, puis toutes les mafias aussi d'Italie. Alors, donc Giovanni Brusca, lui, a été arrêté 4 ans plus tard. C'est un tueur sanguinaire. Il a déjà tué un gamin de 12 ans, là, fils d'un repenti. Et puis, ben là, il a été libéré. Alors, il était repenti, il s'était mis à table. Il avait dénoncé ses comparses au sein de la Cosa Nostra. C'est le plus célèbre repenti pentiti d'Italie, Brusca. D'ailleurs, autre anecdote, je ne veux pas vous empiffrer d'anecdotes, mais moi, je me suis assis avec un des policiers qui était le gardien de Brusca dans les années 90. Je me suis assis à la même table de cuisine parce que Brusca avait légué, entre guillemets, son ensemble de cuisine, table et chaises en bois massif à ce policier-là. Ah ouais. Je me suis assis sur la même chaise que Brusca en parlant avec le policier qui lui tirait les verres du nez. C'était tout un moment, franchement. Alors, donc, c'était un repenti, puis pendant des années, donc, il a livré ses confessions, c'est devenu l'ennemi de la mafia. Puis, ben là, il a été libéré, puis là, tout le monde se dit, ben, coudonc, il appartient, tu sais, la classe politique dit, dans une forme d'indignation, je dirais, bien sentie, mais pour plusieurs un peu fausse, tu sais, dit que ce genre d'animal-là appartient à la justice, mais je te relève une certaine ironie dans ça, dont celle qui nous est l'exemple vient des familles des victimes de l'attentat de 92. La sœur du juge Falcone a déclaré que cette libération-là, ça lui faisait de la peine, mais elle a précisé une chose qui est tout à fait vraie d'ailleurs. La loi qui permet à Brusca d'être libéré, c'est une loi qui a été conçue en toutes pièces par le juge Falcone pour faciliter à la police l'embauche de repentis en disant que ça leur prenait des allègements de peine, sinon il n'y avait pas, tu sais, je veux dire, t'es devant rien, t'as pas de possibilité d'avoir des gens qui parlent contre l'organisation criminelle. Alors, c'est la loi conçue par celui qui l'a tué.
Pour encourager des criminels à virer leur froc Exact. et puis à fournir de l'information aux policiers. Merci, Félix. À demain. Ça va, merci.